Bienvenue pour ce premier épisode de Routine, le podcast qui va vous réconcilier avec l'art d'une routine bien choisie grâce à l'expertise de nos invités. Avant de plonger dans notre épisode du jour avec le professeur Burbeau, neurologue, je voulais vous remercier pour votre soutien et vous dire à quel point je suis heureuse d'accompagner votre moment présent. Est-ce que vous êtes en voiture ? Est-ce que vous êtes en train de repasser, de cuisiner, de courir ou de faire un petit rite printanier ? Quoi qu'il arrive, merci de m'accorder votre temps précieux. Et si vous aimez cet épisode, abonnez-vous gratuitement à la chaîne, tout de suite comme ça, pour ne rien rater des petites douceurs que je vous prépare. Allez, c'est parti pour cet épisode. Bonne écoute. Routine, le podcast qui va changer votre façon de voir le quotidien. Pierre Burbeau, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir. Bonjour Audrey. Merci d'être là. Vous êtes neurologue, professeur de physiologie médicale, titulaire d'un doctorat en neurosciences et vous nous arrivez tout droit du CHU de Bordeaux. C'est ça. Merci d'être là de bon matin. Vous venez aussi de publier votre livre « Le cerveau des habitudes » aux éditions Odile Jacob. Voilà le petit bijou. Et on va parler d'un sujet qui me passionne, la routine. J'avais envie avec vous de la détailler au microscope, sous un angle scientifique, et de mettre l'accent sur les routines cérébrales et la manière dont fonctionne notre cerveau. Et je crois que pour ça, j'ai le bon interlocuteur. Pour commencer, je vous ai demandé de m'apporter un objet qui fait partie de votre routine quotidienne. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Alors, j'en ai choisi deux. Un embout de trompette, parce que je suis un petit peu musicien de jazz, en tout cas j'essaie. Et je joue de la trompette. J'ai aussi un médiator de guitare, parce que je suis aussi guitariste et chanteur. Et donc la musique fait partie de votre vie depuis toujours ? Absolument, depuis très longtemps. Et vous jouez quoi, tous les jours ? C'est un peu votre... Tous les jours. Je suis obligé de jouer tous les jours. Alors pourquoi vous êtes obligé de jouer ? Ne serait-ce que la trompette, par exemple. C'est véritablement un long apprentissage pour arriver à complètement maîtriser l'instrument, et c'est très physique. C'est comme un sportif qui s'entraîne. Il faut muscler ses lèvres en permanence. Enfin, c'est un sacerdoce, c'est un plaisir, mais en même temps, c'est du boulot. D'accord, et donc vous sortez après vos consultations diverses, vous allez jouer un peu le soir ? Systématiquement, je suis obligé, autrement si je ne joue pas pendant plusieurs jours, ensuite je suis gêné. D'accord. Pour jouer. Ouais, c'est ça, c'est une vraie habitude nécessaire. Une habitude. Alors, nos habitudes, bonnes ou mauvaises, gouvernent nos vies, c'est ce que vous dites dans votre livre, et notre cerveau a mis en place des routines automatiques. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'écrire sur ce sujet déjà ? Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'écrire sur ce sujet-là ? Parce que comme vous, j'ai toujours été fasciné par ces routines-là, et je suis confronté, comme tout un chacun, à ce type de comportement, mais je le suis aussi en tant que médecin, en tant que neurologue, vis-à-vis de certaines pathologies dont je m'occupe, notamment la maladie de Parkinson, puisque je vois quand même beaucoup de Parkinsoniens au quotidien. Et dans cette maladie, on a de façon très claire une perturbation des comportements semi-automatiques qu'on appelle des habitudes, en fait. Donc on n'arrive plus à... C'est-à-dire que là, nous, il y a beaucoup de choses qu'on fait de façon automatique, on en parlera peut-être un peu plus tard, alors que les patients parkinsoniens, quand ils ne sont pas traités, en tout cas, ils sont souvent obligés de penser à tout ce qu'ils font. Vous voyez ? Des activités aussi simples que la marche, par exemple. Oui, ce que vous dites dans votre livre, ils sont obligés de soulever leurs jambes pour se remettre dans cette habitude-là. Et puis, la deuxième raison, c'est que, comme je vous le disais en aparté tout à l'heure, je suis un peu éthologue aussi, je me suis beaucoup intéressé avant de faire de la médecine au comportement animal, et donc l'observation du comportement m'a toujours fasciné, et notamment des habitudes comportementales chez les animaux, qui nous ressemblent énormément par bien des côtés. C'est sûr. On essaye de contrôler nos habitudes avec de la volonté, mais elles sont difficiles à modifier. Pourquoi et comment procéder ? Alors, les habitudes reposent sur un apprentissage. On va peut-être partir au tout début pour bien comprendre. Okay. Je ne sais pas si vous avez prévu ça dans les questions. À la naissance, le nourrisson, c'est un peu une table rase. C'est-à-dire que les grandes structures du cerveau sont présentes, mais sont totalement inopérationnelles. Un petit nourrisson, ne sait pas faire grand-chose, en dehors du fait de téter peut-être le sein de sa mère, qui peut être considéré comme un comportement inné. Mais il y a très peu de comportements innés chez l'homme, en réalité. C'est vraiment des comportements extrêmement primitifs liés directement à la survie. Vous voyez. Tout le reste des comportements sont appris. Donc ça relève de l'acquis. Au travers d'une répétition.
Et c'est le fait d'apprendre progressivement qui va permettre de construire des circuits neuronaux dans le cerveau. Et donc de mémoriser ces habitudes comportementales. C'est ce qu'on appelle la mémoire procédurale. C'est la mémoire des savoir-faire, la mémoire des habitudes. Et c'est la forme de mémoire la plus solide. Oui, qui est bien ancrée. Voilà, lorsque je serai complètement dément, si ça m'arrive, je ne sais pas, on verra, il est fort probable que je serai encore comme on fait du vélo. Alors que j'aurai oublié plein d'autres choses. Et surtout que je deviendrai incapable d'apprendre et de mémoriser. Donc, ça repose sur des circuits neuronaux qui sont ancestraux, qui mettent en jeu des structures profondes du cerveau, on en parlera peut-être tout à l'heure, et qui sont extrêmement rigides, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est un peu difficile de modifier ces habitudes. Et alors, comment on fait, justement ? Parce que vous parlez du système de récompense et notamment de la motivation, est-ce que c'est grâce à ça qu'on peut un petit peu jouer sur cette mémoire procédurale ? Oui. Oui, alors il faut différencier des habitudes motrices, purement motrices, qui sont quand même assez difficiles à modifier. Des habitudes qu'on peut appeler, peut-être qualifiées de psycho-comportementales, vous voyez, dans lesquelles il y a une dimension quand même cognitive, qui sont peut-être un peu plus faciles à modifier. Oui, bien sûr. Et pour vous donner un exemple, un patient parkinsonien qui est gêné pour marcher, on peut certes lui faire de la kinésithérapie, ce qu'on fait et qui est foncièrement utile, mais il a quand même besoin d'un traitement médicamenteux pour s'en sortir et modifier ses mauvaises habitudes, entre guillemets. Alors que dans d'autres pathologies, pour lesquelles, comme les tics ou les TOC, pour lesquelles il y a aussi des traitements médicamenteux, on a besoin de proposer une forme de rééducation cognitive, c'est ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales, véritablement pour changer les habitudes. Voilà. Toute notre société repose sur des rituels et des habitudes collectives. Oui. Comment ça se passerait si ce n'était pas le cas ? Ce serait le chaos ? Alors, je pense qu'il y a un continuum. Je pense qu'il y a un continuum entre les habitudes, les stéréotypies. Vous savez ce que c'est, les stéréotypies ? Oui, on va en parler après, justement, parce que c'est très lié au TOC, en fait, c'est ça, mais sauf qu'on en est... Pas forcément, les stéréotypies, on en a tous. Vous voyez, vous m'avez demandé d'en ramener un embout de trompette. Si pendant que je vous parle, je manipule en même temps, en permanence, mon embout, si je balance ma jambe sous la table, comme on fait tous, ça s'appelle des stéréotypies bénignes. C'est pas pathologique, ça. Tout le monde en a des stéréotypies comme ça. Les stéréotypies, lorsqu'elles deviennent très importantes et sont au devant de la scène, comme chez les enfants autistes, par exemple, là, c'est beaucoup plus embêtant. Voilà. Donc, il y a un continuum entre ces habitudes, ces stéréotypies, les rituels, la ritualisation, qu'on fait là aussi tous, plus ou moins. Enfin, c'est exacerbé dans certaines situations de stress. Par exemple, les sportifs de haut niveau, je pense aux tennisman, Nadal ou d'autres, qui ont des rituels au moment où ils font le service, par exemple. Et puis la ritualisation, qui a un caractère symbolique, à travers de toutes les cérémonies auxquelles on est confronté dans notre vie quotidienne. Oui, je pense à la politesse. La religion, enfin, ne serait-ce que commencer par la politesse. Oui, c'est ça. Et puis les rites funéraires, j'ai un ami qui me disait mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller enterrer les gens Oui, je pense qu'il y a quand même un continuum. Alors c'est peut-être un sujet légèrement différent, c'est un peu glissant, il faut faire attention à ce qu'on dit, mais je pense qu'il y a quand même un continuum. Ok. Comme pour les animaux, nos habitudes comportementales se perpétuent de génération en génération et relèvent de routines parfois archaïques. Oui. Donc ça, c'est vraiment profondément ancré, donc c'est plutôt ce qui est de l'inné. Est-ce que ça, on ne peut pas s'en défaire ou... Alors, j'ai envie de dire deux mots peut-être sur l'évolution, ce qu'on appelle la phylogénèse. Il y a une véritable révolution qui se produit chez les vertébrés. Donc, les vertébrés, c'est des poissons jusqu'à l'homme. Qui se produit entre les oiseaux et les mammifères. Ouais. Jusqu'aux oiseaux, pratiquement tous les animaux d'une même espèce ont à peu près tous le même comportement. C'est ce qui a permis à Descartes de dire les animaux sont des machines, ce qui est faux. Les animaux, ils ont, comme nous, ils ont une cognition, même les poissons ont une cognition, des gens très sérieux qui ont étudié ça, ils ont des émotions aussi. Mais ils ont un comportement qui est très similaire. Par exemple, il est quasiment impossible, si vous prenez deux moineaux de la même espèce, de les différencier l'un par rapport à l'autre. Il y en a un qui s'appelle Pierre, l'autre qui s'appelle Jean-Paul ou autre chose, parce qu'ils font tous la même chose. Ils ont tous les mêmes habitudes, voyez. Alors qu'à partir des mammifères,
c'est très différent. Les individus sont tous différents. Vous avez un chat ou un chien, j'en parlais tout à l'heure. J'en ai eu. Vous en avez eu. Il n'y a pas deux chats qui ont exactement quand même le même comportement, même si ça se ressemble. Et alors, chez les humains, c'est encore bien sûr bien pire. Et pourquoi ça ? Bien parce qu'à partir des mammifères apparaît un véritable cortex cérébral. Chez les oiseaux, il y a une structure dans la partie antérieure du télencéphale qui s'appelle le pallium, mais c'est quand même pas aussi complexe que le cortex cérébral. Donc le cortex cérébral, c'est un véritable facteur de variabilité comportementale. C'est ça qui sous-tend en tout cas le comportement. Ok. J'ai appris que le sommeil était indispensable à tous les êtres vivants, y compris les éponges et les mouches. Alors, oui, je voulais juste en parler. Donc le sommeil, c'est une routine qui est vraiment indispensable et qu'il faut chouchouter. Oui, c'est vrai. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du sommeil, je tiens à le préciser, mais bien sûr, c'est vrai. Et c'est vrai que les mouches dorment. Oui, ça, je ne savais pas. J'étais tombé sur un papier il y a quelques années dans Science où ils avaient travaillé sur ça, justement, sur le sommeil des mouches. Moi aussi, j'avais été surpris. Tous les animaux dorment, en fait. Alors, à quoi sert le sommeil ? Alors, on peut en discuter, mais par rapport aux habitudes, par exemple, il est sûr que ça sert à revivre quelque part pendant la nuit un certain nombre d'apprentissages qu'on a fait dans la journée. Et souvent, ça aide à faciliter les circuits neuronaux qui sous-tendent ces apprentissages. Oui, ça renforce un peu. Et c'est le cas des rêves aussi, je me demandais ce matin en venant. Ça, vous avez un petit peu étudié ou pas du tout ? Alors, les rêves, ça m'intéresse, comme tout le monde, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de cet aspect-là. Il y a énormément de choses qui ont été racontées sur les rêves. Je serai un peu prudent. D'accord. Je vous emmène pas là. Ne m'emmenez pas là parce que je risque d'avoir des opinions très tranchées. C'est ça qui est intéressant aussi. Si vous voulez. On a entendu que c'était juste une espèce de nettoyage de nuit, justement, de tout ce qu'on a vécu, etc. Et d'autres qui voient une interprétation. Ah, vous parlez du rêve. Non, oui. Le sommeil, de façon générale, que ce soit le rêve ou le sommeil lent profond, permet de... Ça a été montré déjà depuis longtemps, en fait. Ça permet de consolider les apprentissages. Oui. Donc, ça a un rôle important dans la mémoire procédurale, notamment. Alors, après, la signification du rêve, ça... Oui, parce que Jung, lui, il utilisait beaucoup le rêve, justement, pour essayer d'interpréter des... Oui, mais c'était il y a longtemps, ça. Oui, donc pour vous, c'est pas le cas ? Non. D'accord. Enfin, bon. Oui, non, mais c'est intéressant. Pas s'embêter à passer du temps à essayer d'analyser ses rêves, quoi. Ça peut être intéressant. Sur un plan comme ça, ludique, ça peut être très intéressant, mais... La signification neurobiologique, c'est autre chose, peut-être, et comportementale. D'accord. Mais encore une fois, je ne suis pas du tout un spécialiste de la question. Quelle routine adopter en cas de TDAH ou de syndrome 10 ? Enfin, comment est-ce qu'on traite ça ? Donc, alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Non. Alors, le TDAH, comme les syndromes 10, comme le syndrome de Gilles de la Tourette, comme l'autisme, ce sont des maladies qu'on appelle des maladies neurodéveloppementales. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la naissance, le cerveau, c'est une table rase. Le nourrisson, il a juste quelques activités réflexes de base, et ensuite, il va devoir faire tous ses apprentissages. Et faire un apprentissage, en termes neurobiologiques, ça veut dire construire des réseaux de neurones. Vous savez que les neurones, ils sont interconnectés les uns avec les autres, au travers de ce qu'on appelle des synapses, et ça forme des circuits, des chemins, si vous voulez. Vous voyez ? Et donc, ces chemins, il faut les élaborer. Et pour les élaborer, il faut les utiliser de plus en plus. Vous voyez ? Et c'est comme ça que ça se conforte. Alors, il y a des explications neurobiologiques, je peux rentrer dans le détail, mais je ne sais pas si ça va vous intéresser. Oui, les synapses, il y a une grosse plasticité synaptique, et notamment, il y a des mécanismes qu'on appelle la potentialisation à long terme. C'est les bases neurobiologiques de la mémoire. Vous voyez ? Et donc, plus vous utilisez une synapse, plus elle va se renforcer. Si elle est utile pour l'individu, plus elle va se renforcer dans le temps. C'est le fameux chemin dans la forêt. C'est le chemin dans la forêt, c'est ça. C'est une analogie que je prenais l'autre jour dans une conférence. Vous avez deux chemins, vous êtes dans un sous-bois, il y en a un à gauche et puis un à droite. Celui de gauche, il a l'air très fréquenté, il y a plein de traces de pas, il est bien dessiné, vous le prenez, il vous amène quelque part. C'est facile. C'est facile, et puis vous dites, tiens, je vais quand même essayer celui de droite, vous revenez en arrière, prenez celui de droite, puis celui de droite, il est mal dessiné, et puis au bout de quelques mètres, il y a un tronc en face du chemin, vous rebroussez le chemin. Donc ça, vous n'avez pas utilisé. Donc vous avez des circuits qui sont renforcés par des processus de potentialisation, et à long terme, et vous avez des circuits qui sont au contraire inhibés par le processus inverse qu'on appelle la dépression à long terme.
Peu importe. Au bout du compte, vous construisez des circuits neuronaux. Et c'est ça. Alors, j'ai perdu le début on parlait de la à la base de TDAH et syndrome 10. Et vous disiez qu'un enfant naît avec... Alors donc, à la naissance, les circuits vont se construire. Et puis parfois, vous avez des erreurs de cette construction des circuits, où les connexions ne se font pas tout à fait de façon optimale. Alors, c'est vrai dans toutes ces maladies neurodéveloppementales avec des degrés de sévérité qui sont variables. Et très souvent, il y a des facteurs qui favorisent ça. Alors, quels sont ces facteurs? Il peut y avoir parfois un terrain génétique, c'est vrai pour le TDAH, par exemple. Pour le syndrome de Gilles-Tourette, c'est absolument clair, c'est une maladie génétique, complexe mais génétique quand même, parce qu'il y a toujours un terrain familial. Pour les syndromes 10, c'est peut-être un peu différent, mais vous avez des facteurs de risque à la naissance. Par exemple, s'il y a un accident ischémique à la naissance, une souffrance néonatale, vous voyez, c'est un facteur de risque pour développer le syndrome 10. Et on peut avoir un syndrome 10 sans avoir une souffrance néonatale? Oui, et des fois, la souffrance néonatale n'est pas forcément documentée clairement, c'est pas trop... Oui, bien sûr. Mais c'est un facteur de risque, vous voyez. Ouais. Et vous pouvez avoir aussi des infections dans la toute petite enfance, des infections à répétition. C'est quelque chose qui a été relativement bien documenté, même si ça a été remis en question, dans le syndrome de Gilles-Tourette, par exemple. Les enfants qui font des angines à répétition avec des streptocoques B, des angines bactériennes, ils ont plus de probabilité de développer, par exemple, le syndrome de Gilles-Tourette. C'est incroyable. Voilà. Alors, ça a été discuté, mais il y a eu beaucoup de travaux il y a une vingtaine d'années sur ce truc-là. Donc, il y a des facteurs de risque. Et ce qui fait que s'il y a des erreurs d'aiguillage, eh bien, après, vous voyez la pathologie qui apparaît. Et une fois Alors, le syndrome 10, c'est une maladresse, en gros, on va dire les choses comme ça, pour faire simple. Vous pouvez avoir une dyspraxie, donc c'est la véritable maladresse gestuelle. Vous pouvez avoir une dysphasie, des difficultés d'apprentissage du langage, une dyslexie pour lire. Voilà. Il y a une dysorthographie, dyscalculie, enfin, il y a tout un tas de trucs. Et en fait, là, c'est un problème de connexion pour faire simple, entre le cortex pariétal, partie postérieure du cortex, et le cortex prémoteur qui est plus en avant et qui organise le comportement, si vous voulez. Voyez. Et puis, une partie aussi du cortex préfrontal. On ne va pas rentrer dans le détail. Et le TDAH est un petit peu différent. C'est une difficulté parce qu'il domine dans le TDAH. Vous savez qu'il y a le trouble de l'attention et l'hyperactivité. En fait, c'est le trouble de l'attention qui domine. L'hyperactivité, vous les voyez chez les petits-enfants quand ils sont tout petits. Ils sont très hyperactifs. Enfin, c'est tableau classique. Petite fille de 2 ans et demi, je vois de quoi vous parlez. Voilà. C'est normal qu'un enfant soit hyperactif, mais quand ça prend des proportions absolument démesurées, ça devient pathologique. Et ils sont hyperactifs pendant quelques temps, des fois ça perdure un peu, mais surtout ce qui prend le devant de la scène, c'est les troubles de l'attention, les difficultés à se concentrer. Et donc là, c'est un dysfonctionnement d'autres régions, notamment du cortex cingulaire antérieur, qui joue un rôle important dans la focalisation de l'attention. Vous voyez ? Quand vous réfléchissez à quelque chose, il faut vous concentrer, vous avez besoin de cette région cérébrale-là. Et dans les TDAH, ça dysfonctionne. Et donc pour vous, ça c'est... Qu'est-ce qui aide? C'est les médicaments et notamment la dopamine. Je sais que c'est aussi lié à alors, TDAH. Vous parlez des syndromes 10 ou du TDAH? Ce n'est pas les mêmes solutions. Oui, ce n'est pas les mêmes solutions. Alors, le syndrome 10, ce n'est pas un déficit en neurotransmetteurs. C'est un déficit en connexion au sein du cerveau. Donc, pour modifier des connexions, il faut faire un apprentissage. Donc, recréer ces connexions. Voilà. Et voilà. Les médicaments ne sont jamais la solution à tous les problèmes, en médecine de façon générale, et en particulier en neurologie. Donc, il faut recréer des circuits. Donc, ça passe par tout un tas de techniques de rééducation, souvent de la psychomotricité, enfin des choses comme ça, pour essayer de retrouver des habiletés qui sont déficientes. Et je pense à ma tante qui, justement, accompagne les enfants, notamment dyslexiques, avec une méthode, justement, pour essayer de leur apprendre et de correspondre à la façon dont ils voient, eux, l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont une vision à 360. Si je ne dis pas n'importe quoi, ils sont un peu plus visuels. Je dis n'importe quoi. Non, je ne dis pas ça, je ne sais pas. Oui, voilà, bon, bref. Et pour ce qui est du TDAH, parce qu'il y a eu la Ritaline... Alors voilà, c'est différent, parce que dans le TDAH... Il y a un dysfonctionnement également du système dopaminergique qui intervient aussi indirectement, alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails neurobiologiques, mais dans la focalisation de l'attention. Et donc il y a un déficit, et donc on utilise le méthylphénidate, qui est donc dont un des noms commerciaux c'est la Ritaline, qui est très utilisé, qui est un médicament d'une efficacité remarquable. C'est aussi efficace que la dopamine, enfin la L-Dopa, dans le traitement de la maladie de Parkinson. C'est vraiment remarquable. Au prix quand même de quelques effets secondaires. C'est ça, il y a toujours des effets secondaires avec les tous les médicaments.
Et à côté de ça, il y a tout un travail de rééducation qui est foncièrement utile dans le TDAH aussi. On travaille sur les stratégies pour apprendre à mieux se concentrer. On travaille sur ce qu'on appelle la mémoire de travail, c'est-à-dire la mémoire à très court terme qu'on utilise chaque fois qu'on est face à une tâche cognitive, plus ou moins complexe, vous voyez. Donc, il y a ces deux aspects, les médicaments et la rééducation, comme dans beaucoup de maladies psychocomportementales. C'est vrai dans le tic, dans les TOC, et on va y venir. TDAH, voilà. Quelle serait votre routine pour prendre soin de son cerveau ? Est-ce que vous en avez une pour prendre soin de votre cerveau, justement, pour essayer d'éviter déjà de devenir dément, comme vous le disiez, ou autre ? Alors, je ne sais pas si on peut éviter de devenir dément, ça c'est autre chose, on pourra en parler si vous voulez. Ouais, ça m'intéresse. Les maladies neurodégénératives, qu'est-ce que c'est exactement ? Je ne sais pas si on peut prévenir, on peut donner des conseils, oui. Faire du sport, par exemple, c'est extrêmement important. Ça vous libère un peu les neurones, quelque part. Donc j'encouragerais toujours les gens à faire du sport. Il ne faut pas non plus en faire trop, parce qu'il y a des fois des sports qui deviennent une véritable addiction. Oui. La course à pied, par exemple. Oui. Je veux dire, j'ai rien contre la course à pied. Moi, j'ai jamais trop aimé ça, je dois dire. J'aime beaucoup le sport, mais il y a des gens qui font des trucs absolument incroyables. Enfin, jusqu'à se bousiller les articulations. Enfin, bon, ça devient... Mais c'est toujours difficile de trouver le bon équilibre, parce qu'il faut se forcer de toute façon. Ah ben oui. Et après, il ne faut pas aller trop loin non plus, en effet. Voilà. Ouais. Donc le sport, la muscu dans les salles de sport, c'est pareil, c'est une véritable addiction. Enfin, on voit tous les jeunes qui soulèvent des poids, là. Bon. Oui. Et puis quel est le but ? Est-ce que c'est narcissique ou est-ce que c'est pour le corps ? C'est narcissique, bien sûr, mais voilà, enfin, on pourra parler de narcissisme, mais c'est autre chose. Ce sera un autre podcast. Et donc alors, sport, l'alimentation aussi ou... L'alimentation, oui, il faut essayer d'avoir une alimentation saine. Bon, mais là, c'est votre cas ou pas ? Et la palissade, pas autant que je voudrais. Non, parce que moi, je veux savoir, c'est vous, en tant que neurologue et qui êtes vraiment spécialiste, vous avez adopté des comportements, justement, qui sont plutôt sains et au regard de tout ce que vous savez maintenant. Alors, moi, je suis plein de défauts aussi. Vous seriez humain ? Je suis très imparfait. Alors, non, mais c'est la palissade, ce que je veux vous dire. Il faut manger... moi, je suis très peu carnivore, par exemple. Vous voyez, okay. Je suis très peu carnivore, mais j'adore la charcuterie. Vous voyez, donc je suis plein de contradictions. Donc, non, il faut essayer d'avoir une alimentation équilibrée, pas manger entre les repas. Essayer d'arriver jusqu'à l'état de satiété, un peu comme font les Japonais, vous voyez, parce qu'on a toujours... Et parce que là aussi, c'est une question d'habitude. On a l'habitude de se remplir l'estomac jusqu'à ce qu'on arrive à satiété. Donc, l'estomac qui est intelligent, il s'adapte en fait à votre comportement. Et donc, si vous ne le remplissez pas assez, il va réclamer, vous avez faim, vous voyez. Et c'est alors que si petit à petit, mais alors très progressivement, parce que je n'ai pas de solution miracle pour maigrir, mais très progressivement, vous mangez un petit peu, je pense que vous habituez. Enfin, moi, j'ai remarqué que chez moi, ça marchait. Après, j'en fais pas une religion, mais... Voilà. Où en suis-je ? Vous abordez donc aussi, on en a parlé un petit peu, les tics et les tocs. Quelle différence avec les rituels ou stéréotypies ? Bon, là, je fais une question globale qui regroupe beaucoup de choses. Quel est leur but ? Pourquoi est-ce qu'on met ça en place ? Et comment en guérir ? Waouh ! Ouais, bon courage. Bonne fin de soirée. On a pour 2 heures, là. Alors, les tics et les tocs, c'est pas tout à fait pareil. On peut avoir les deux. C'est assez fréquent d'avoir les deux. C'est-à-dire que les gens qui ont des tics, ils ont souvent des tocs, dans 30 à 40% des cas. Par contre, les gens qui ont des vrais tocs, ils ont moins souvent des tics. Ils peuvent en avoir, mais c'est relativement rare. Vous voyez, c'est quand même un peu différent. Ok. Alors, on commence par quoi ? Par les tics ou les tocs ? Allez, les tics. Les tics. Alors, les tics, c'est une pathologie qui débute dans l'enfance. C'est important de le dire, souvent vers 5-6 ans, parfois un peu plus tard, un peu plus tôt, mais en gros, c'est ça, 5, 6, 7 ans. Et qui correspondent à des comportements très impulsifs. Très impulsifs. C'est des sortes de mauvaises habitudes. Les gens qui ont des tics, ils ont une propension à adopter des mauvaises habitudes. Et quand je dis ça, bien sûr, c'est absolument pas péjoratif. Ils y sont pour rien, pauvres. Donc se ronger les ongles, par exemple. Non, alors des tics, c'est des choses beaucoup plus motrices et beaucoup plus violentes. Par exemple, ça commence souvent par des clignements, des grimaces. Vincent Lindon, c'est un exemple. Si je peux me permettre, il a un Tourette. Voilà, ce qui est tout à fait honorable. Donc, quelle est la différence entre tic et Tourette, justement ? C'est la même chose ? Pour moi, c'est la même chose. D'accord. Alors, il y a une définition qu'on utilise pour parler d'un syndrome de Gilles-La Tourette. Il faut une symptomatologie qui évolue depuis au moins 1 an,
avec une symptomatologie fréquente dans la journée, avec des tics moteurs, des tics vocaux, et puis un retentissement fonctionnel. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule maladie, c'est le syndrome de Gilles-La-Tourette, avec des degrés de sévérité qui sont extrêmement variables. Le plus souvent, c'est pas grave. Plus souvent, les enfants, ou les ados, ils ont quelques tics. Et puis, ce que vous allez voir dans les médias, c'est forcément les formes les plus théâtrales. Bien sûr. Celles où il y a une coprolalie, des hurlements que moi, je vois, parce que je suis un peu spécialiste dans le domaine. Et des insultes. Et des insultes. Mais c'est rare, dans le cas de cette pathologie. Ce qu'on appelle la coprolalie, c'est pas très fréquent. C'est peut-être pas 15% des patients, maximum. Et ça se traite ? Alors, on en parlera après, si vous voulez. Il y a plein de choses à faire pour le traitement. OK. Donc c'est ça. Alors après, il y a des grimaces au niveau. Souvent, ça commence par des clignements exagérés, des mouvements du cou, des tics moteurs plus ou moins complexes. Il y en a des simples, d'autres qui sont plus complexes, avec des sautillements, les gens qui se tournent ou alors qui ont ce qu'on appelle un phénomène de touching. C'est un besoin irrépressible de toucher des objets ou de toucher le sujet en face de soi. C'est assez étonnant. Ce qui caractérise les tics, quand même, c'est l'étrangeté du comportement. Il faudrait que je vous montre des vidéos, mais là, on ne peut pas. C'est assez fascinant comme pathologie, parce qu'il y a des pathologies, des activités gestuelles qui n'ont aucun sens. Quelqu'un qui se met les doigts dans la bouche, c'est une impulsion, qui a des tics, qui a souvent des stéréotypies avec des comportements répétitifs complètement absurdes. Moi, je le racontais lundi dans une conférence. J'avais une petite fille de 8 ans qui, quand elle marchait dans la rue, se baissait pour lécher le sol. Ah oui, j'ai vu dans le goudron. Voilà. C'est délirant, on se dit. Oui. C'est absurde. Or, c'est des enfants qui non seulement ont une intelligence normale, mais souvent supérieure à la normale. Parce qu'ils ont une célérité de la pensée, donc une vitesse de la pensée qui est extraordinaire. Il y a plein de gens célèbres, plein de grands scientifiques, plein d'acteurs, plein de musiciens qui ont des tourettes. Oui, c'est ça, en fait. Vous en connaissez peut-être pas. Je vais commencer à réfléchir un petit peu. Mais j'ai remarqué que plus les gens sont inspirants, en général, plus ils ont quand même des problématiques. Et oui, le plus connu, c'est peut-être Mozart. Mozart, il avait un syndrome de Gilles-La-Tourette, il avait un TDAH, enfin, il y avait plein de trucs. Ouais, petite pomme. Un grand génie. Donc, vous voyez, c'est pas du tout... au contraire, ils ont souvent une intelligence remarquable. Enfin, moi, j'ai des patients où je suis frappé. Et c'est paradoxal, parce que souvent, ils sont très intelligents, mais comme ils sont marginalisés, déscolarisés très tôt, ils se retrouvent un peu dans des voies de garage, alors qu'ils ont des capacités intellectuelles. Donc il faudrait réussir à... C'est la même chose pour le TDAH. Oui. Le TDAH, ça peut être un handicap dans la vie et ça peut être un grand avantage. Oui, tout comme les gens qui ont un TDAH, ils ont souvent plus de créativité que les autres. Ah oui, mais j'en suis d'imagination, plus de... Persuadée. Voilà. Oui, complètement. Et donc justement, sur tout ce qui est traitement, vous disiez qu'il y a quand même des choses à faire ? Alors oui, bien sûr. Alors, si on commence par l'éthique, dans l'éthique, on a pu montrer avec des études d'imagerie cérébrale, de PET scan notamment, qu'il y avait eu une production un peu excessive de dopamine chez les tourettes. Pas énormément, 10-20% peut-être, qui explique cette impulsivité extrêmement importante qu'ils ont. Et donc, on va utiliser un médicament qui va diminuer ou moduler l'activité de la dopamine. Donc, ces médicaments, c'est des antipsychotiques, des neuroleptiques, qu'on utilise pour des maladies qui n'ont rien à voir, comme la schizophrénie, par exemple, vous voyez, et qu'on va utiliser dans le Tourette à très faible dose. Et on va utiliser des médicaments qui seront mieux tolérés, si vous voulez, que les antipsychotiques classiques. Alors, je peux vous donner des noms, mais peu importe. Non, mais... Voilà. Et alors, il y a ça. Et le deuxième aspect, c'est le comportement. Oui, encore une fois. Donc, on fait, comme dans les TOC, des thérapies cognitivo-comportementales qui sont axées sur l'éthique et dont la finalité, c'est d'essayer de contrôler mieux ces tics. Parce que souvent, les patients qui ont des tics ont ce qu'on appelle un aura du tic. C'est quoi un aura du tic ? Ils sentent venir le tic. Ah oui. Ils sentent venir le tic. Souvent, dans un tic avec le bras gauche, ils vont sentir une sensation plus ou moins sensitive d'inconfort, puis pof, ils font le tic pour s'en soulager. Ouais. Le tic, il n'y a pas de mentalisation. C'est vraiment l'impulsivité immédiate. C'est ce qui le différencie du TOC. Dans le TOC, il y a une obsession. Dans le tic, il n'y a pas d'obsession. Au mieux, il y a une sensation somatique, sensorielle, de gêne, et ça part tout de suite. C'est extrêmement impulsif. Et le meilleur, par exemple, pour vous donner une idée, le meilleur modèle de tic chez l'homme, c'est les gens qui bouffent de la cocaïne, les cocaïnomanes. Ils sont bourrés de tics, ils sont extrêmement impulsifs. Alors eux, ils y trouvent du plaisir, bien sûr, parce qu'ils ont une sensation de surhomme, enfin, il y a des bénéfices secondaires. Mais ils sont bourrés de tics, souvent. Vous voyez, c'est un excès de dopamine qui... Voilà, il y a ça.
Et justement, cette dopamine, est-ce que... Alors, c'est pas qu'un excès de dopamine. C'est pas qu'un excès de dopamine. C'est pas qu'un excès de dopamine, c'est aussi un problème, comme on disait tout à l'heure, d'organisation des circuits neuronaux qui se font pas de la bonne façon. Oui, donc la thérapie comportementale. D'où l'intérêt de la thérapie comportementale. Et l'histoire naturelle de l'éthique, ça commence dans l'enfance, ça s'acutise souvent au moment de l'adolescence, et dans une grande proportion de cas, ça s'améliore, ça disparaît complètement au début de l'âge adulte. Ça donne de l'espoir, c'est bien. Oui. Et c'est l'histoire naturelle de la maladie. Okay. C'est juste parce que les circuits, au bout du compte, ils vont se faire. Ouais. Mais avec retard. Ouais. Le TOC, c'est un peu différent. Ouais. Le TOC, ça peut débuter dans l'enfance, ça peut débuter dans l'adolescence, mais ça peut débuter aussi un peu plus tardivement. Là aussi, c'est une question de mise en place de circuits qui deviennent aberrants. C'est-à-dire que vous avez des boucles entre le cortex et les structures sous-corticales, qu'on appelle noyaux gris centraux, on n'a pas encore parlé, mais c'est important, qui tournent en boucle. Le TOC, c'est une boucle qui ne s'arrête jamais, quoi. Et c'est la boucle du doute, en gros, si vous voulez. C'est la boucle de la vérification. Et donc là aussi, il y a un traitement médicamenteux et il y a des thérapies. Le traitement médicamenteux, c'est parce qu'on s'est aperçu, là aussi avec des techniques d'imagerie, qu'il y avait un déficit dans un neurotransmetteur qui est différent, ici, dans les TOC, qui s'appelle la sérotonine. Je ne sais pas si le nom, vous avez déjà entendu. Oui. La sérotonine. Et donc, on va utiliser un médicament qui est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, qui va donc augmenter le taux de sérotonine circulant, en particulier dans le cerveau. Vous voyez ? En fait, c'est des antidépresseurs. IRSS, c'est les IRSS. La plupart des antidépresseurs qu'on utilise, c'est ça. En sachant que les premiers antidépresseurs qui étaient sortis sur le marché il y a 70 ans à peu près, ils jouaient plutôt sur le système dopaminergique. Bien, on les a laissés tomber maintenant, parce qu'ils ont trop d'effets secondaires. D'accord. Et donc, c'est vraiment les IRSS. Mais la sérotonine, on peut la développer aussi de manière naturelle ou c'est raté d'avance ? Je veux dire, bon, le sport permet de sécréter certaines hormones, mais il y a aussi, j'en sais pas, faire l'amour, marcher, voir des fleurs, vous voyez ce que je veux dire, de la méditation, mais ça, je voudrais vous en parler après. De toute façon, tout ce qui vous fait plaisir vous fera du bien. Voilà. Donc, et sécrète de la sérotonine. Pas très hédoniste, oui, bien sûr. Ça, je peux vous dire le contraire. Mais, alors, par rapport à la sérotonine précisément, est-ce que je peux vous répondre précisément ? Je ne suis pas sûr, là, d'avoir une réponse toute faite. Okay. Je vais y réfléchir. Oui. Pour la prochaine. Revenez vers moi. Et alors, dans les TOC, on l'a dit, il y a des obsessions, il y a des compulsions. Et donc, il va falloir essayer de couper ce cycle infernal des obsessions. Donc, on va utiliser des techniques, c'est des sortes de remédiation cognitive, si vous voulez, qui fait qu'on va habituer petit à petit le sujet. Alors, je ne suis pas un spécialiste quand même de la thérapie des TOC, c'est les psychiatres qui s'en occupent. Moi, je suis neurologue. Mais dans le principe, c'est d'habituer les sujets à se confronter à l'obsession et développer tout un tas de techniques pour vivre ces obsessions et pour désensibiliser en quelque sorte le système. Et c'est comme s'il y avait une hypersensibilité. Oui, hypersensibilité, hypervigilance. Voilà, il va falloir développer tout ça. Alors, il y a plein de techniques de TCC sur lesquelles on ne va peut-être pas rentrer. Oui, mais c'est la même chose avec les phobies, etc. En gros, plus on s'y affronte, mais sans aller trop fort. Voilà, il faudrait inviter Christophe André. J'aimerais bien. Et la maladie de Parkinson, vous êtes assez au fait aussi de cette maladie. Oui, c'est mon quotidien. Ouais. C'est ça, c'est votre quotidien. Que, mais, ouais. Comment elle se développe c'est quoi la maladie de Parkinson, en fait, et comment on la traite ? La maladie de Parkinson, d'abord, c'est très différent des maladies neurodéveloppementales. C'est une maladie neurodégénérative. Alors, une maladie neurodégénérative, c'est peut-être pas inutile d'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est une maladie qui résulte de l'accumulation de protéines anormales qui vont se déposer dans telle ou telle région du cerveau. Et selon le type de protéines et selon l'endroit où elles se déposent, ça va donner telle ou telle maladie. Bon. Dans la maladie de Parkinson, il s'agit d'une protéine particulière qui s'appelle l'alpha-synucléine, qui va se développer, s'agréger, et spécifiquement dans les neurones dopaminergiques, en tout cas au début de la maladie, pour former des amas qu'on appelle des corps de Lévy, qui en grossissant petit à petit vont tuer les cellules. Mais c'est un processus très lent. Ça évolue sur une dizaine d'années au moins, au bas mot, c'est-à-dire qu'on considère que les premiers signes de la maladie apparaissent lorsqu'une grande partie de neurones
ont déjà disparu. Donc c'est déjà pas trop tard. On dit 60%, enfin bon, ça c'est peut-être à vérifier, mais c'est ce qui se dit habituellement. Oui, c'est déjà trop tard. Donc tout l'enjeu de cette maladie, ça serait de découvrir des médicaments, déjà de faire un diagnostic très précoce, avant que les signes de la maladie apparaissent, ce qui n'est pas facile. Hein. Donc en fait, le faire pour tout le monde peut-être. Il faudrait faire quelque chose comme ça. Oui, en sachant que tout le monde ne va pas non plus développer une maladie de Parkinson. C'est une maladie qu'on arrive quand même à bien traiter. Oui, on arrive à bien la traiter aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Alors, je termine peut-être mon histoire. Donc, les neurones dopaminergiques disparaissent. Alors, on sait comment ça marche, mais on ne sait pas quelle est la cause. Qu'est-ce qui provoque la précipitation de cette alpha-synucléine. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude absolue. On a évoqué pendant longtemps les pesticides, parce qu'il y avait beaucoup d'agriculteurs qui développaient la maladie. D'accord. Bon, il y a peut-être... c'est sans doute multifactoriel. Les pesticides, il y a peut-être un peu de génétique, parce qu'il y a des formes génétiques de maladie de Parkinson avec des débuts très précoces dans l'enfance ou chez l'adulte jeune. C'est pas fréquent, mais ça existe. Hein. Les formes génétiques, c'est peut-être 10%, 15% maximum des maladies de Parkinson. Le plus souvent, c'est une maladie qui commence après la soixantaine, dans la forme classique, et qui évolue ensuite très lentement. Voilà. Donc, on n'a pas, pour l'instant, de médicaments qui empêchent d'enrayer le cours évolutif de la maladie. Alors, j'ai sauté l'environnement, les pesticides, les formes génétiques, et puis maintenant, depuis c'est très à la mode... on se demande s'il n'y a pas un phénomène un peu infectieux qui pourrait intervenir, mais pas une bactérie ou un virus, plutôt un mécanisme de ce qu'on appelle, vous avez entendu parler, les maladies à prions, comme la vache folle, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, vous voyez, c'est des protéines anormales, mais qui ont une propriété extraordinaire, c'est-à-dire de se répliquer elles-mêmes. Voilà. Et donc on se demande si le point de départ, ça ne serait pas une sorte d'alpha-synucléine un peu mutée qui pénètre soit par voie ARL, soit par le tube digestif et qui colonise progressivement, qui va aller vers le cerveau. Donc il y a des travaux qui ont été faits, mais tout ça, c'est des hypothèses très intéressantes, mais ça reste des hypothèses. Oui, pour l'instant, on n'a pas de certitude, on ne peut pas vous dire, mais Parkinson, c'est lié à ça, on va trouver un médicament. On ne sait pas empêcher, on a plein d'outils thérapeutiques, mais on ne sait pas empêcher le cours évolutif de la maladie. Vous voyez. Mais quelque part, ça déculpabilise aussi ceux qui en souffrent, parce que c'est quelque chose qui leur échappe totalement. Ah ben oui, bien sûr, ils ne sont pas rien, les pauvres. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et sur les traitements, vous disiez qu'il y a quand même des choses qui marchent bien. Donc c'est quoi déjà, le traitement tout simple, le malheur du patient parkinsonien, c'est qu'il n'a plus de dopamine, mais la grande chance, c'est que la dopamine dans le cerveau, elle se trouve produite par une seule région toute petite, ou plutôt par deux régions qui sont côte à côte dans la partie haute du tronc cérébral, c'est ce qu'on appelle la substance noire, et la partie supérieure de la substance noire, et puis une autre région qui s'appelle l'artère tegmentale ventrale, enfin peu importe. Toute la dopamine du cerveau vient de là. Vous voyez ? Ouais. Et donc, quand on a un déficit en dopamine, on peut donner assez facilement un analogue de la dopamine qui s'appelle la L-Dopa, qui va être absorbée. On ne donne pas de la dopamine tout de suite parce qu'elle est détruite dans l'organisme très rapidement. Donc, on donne la L-Dopa qui n'est pas détruite, qui peut passer la barrière hémato-encéphalique. Puis, c'est surtout que la dopamine, elle ne va pas passer la barrière. Donc, la L-Dopa, elle peut passer la barrière hémato-encéphalique et là, elle sera retransformée en dopamine dans le cerveau. Après, il y a d'autres molécules qui miment l'action de la dopamine. C'est ce qu'on appelle des agonistes dopaminergiques. Là, il y a plein d'histoires à vous raconter. Agonistes. Voilà, qui sont assez amusantes parce que c'est source d'addiction. Hein. Ah, bah c'est ça. Voilà. Ouais. Et donc, avec le traitement médicamenteux, les premières années de la maladie, mais pendant quand même assez longtemps, les patients sont vraiment très améliorés. Améliorés, mais addicts à des choses, justement Pas forcément. Pas trop d'effets secondaires. Il y a des risques, mais ce n'est pas tous ceux qui sont traités qui ont des addictions. Voilà. Il y en a certains qui en ont, effectivement. Et puis surtout, lorsque la maladie évolue, après plusieurs années de traitement. 10-15 ans de traitement. Hein. Mais au début, le traitement est parfaitement efficace. Après, il y a d'autres stratégies chirurgicales, notamment. Enfin, on peut en parler si vous voulez. Et je vais vous demander justement le lien entre habitude et dopamine, notamment dans tout ce qui est un peu la vague, surtout aux États-Unis, de la... c'est dopamine détox. C'est la grande vague de... On dit... Est-ce que c'est la dopamine ? Oui, c'est la dopamine. Le côté écran, le fait qu'on est toujours dans une société où on est en fait finalement, tout le temps sur des écrans connectés, etc., sécréterait de la dopamine. Est-ce que c'est le cas ? Et que donc, en faisant une détox, en étant plus connecté au moment présent, on sentirait mieux. La dopamine, on dit souvent que c'est un peu l'hormone de la récompense, l'hormone du plaisir. Ouais. C'est vrai. Oui.
Mais c'est pas que ça, c'est aussi l'hormone de la sélection. C'est-à-dire ? Alors, c'est elle qui nous permet d'élaborer ces circuits dont on parlait tout à l'heure, neuronaux, notamment au sein des noyaux gris centraux. Elle va renforcer les bonnes habitudes et inhiber les mauvaises habitudes, si vous voulez. Vous voyez ? Oui, donc on a besoin Mais l'excès inverse, c'est s'il y a trop de dopamine ou s'il y a une hypersensibilité des récepteurs dopaminergiques, vous allez être tout le temps à la recherche de la récompense qui vous manque ou d'une récompense imaginaire. Et quand vous faites des activités qui génèrent un certain plaisir, par exemple les jeux vidéo, moi j'aime pas ça, mais il y en a qui aiment ça, c'est une sorte de boucle infernale, parce que plus ils jouent, plus ils vont sécréter, plus ils ont envie, et c'est le problème des addictions, c'est ça. Et on va venir là-dessus. Mais d'ailleurs, je me pose une question, parce que vous êtes père de 2 enfants qui sont grandes maintenant. Oui. Est-ce que vous seriez aujourd'hui anti-écran, anti-jeux vidéo, ou vous dites, bon non, toute une question de mesure ? Bien sûr, c'est une question de mesure. Alors, c'est toujours difficile entre ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait réellement. Oui. Puis quand on est parent, enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'étais très imparfait. On fait de son mieux. Sûrement toujours, on fait de son mieux. C'est pas toujours facile. Mais c'est sûr que, et notamment les jeux vidéo, les téléphones, en fin de journée avant de s'endormir, c'est une cata. Une cata, parce que ça favorise pas. On voit quand même beaucoup. Le drame, c'est que les ados lisent plus, quoi. Terrible. Oui, c'est ça. Et puis ils peuvent plus être ensemble sans faire. C'est vraiment une. Il suffit de regarder dans le métro en arrivant ici, c'est terrible. Ouais. Complètement. Justement, en parlant d'addiction, moi je vous disais tout à l'heure hors antenne que peut-être que c'était une fuite de nos sources d'angoisse liées à l'anxiété. Vous me disiez pas forcément. Est-ce que l'addiction est une mauvaise habitude ? Est-ce qu'on est dans une société qui rend les gens addicts ? Comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Bien sûr que l'addiction, c'est une forme de mauvaise habitude, on peut le dire comme ça. J'ai envie de prendre un exemple. Vous ne fumez pas, j'espère. Non, mais mon mari vient de réarrêter pour une énième fois. Je trouve que le tabac, c'est un bon exemple pour ça. Quand vous fumez et que vous voulez arrêter de fumer, c'est très difficile d'arrêter de fumer si vous fumez depuis une dizaine d'années, voire plus. Pourquoi c'est difficile ? C'est pas à cause du sevrage en nicotine. Bon, bien sûr, ça va poser un problème quelques jours, vous mettez un patch, c'est ça. Le problème est réglé, c'est pas ça. Le problème, c'est de modifier vos habitudes. Qu'est-ce que vous allez faire en société quand vous êtes avec vos potes, puis que vous n'avez plus de cigarettes au bout des doigts ? Qu'est-ce que vous allez faire de votre main et de vos doigts ? Ça vous donne une attitude sociale. Bien sûr. La cigarette. Une contenance. Une contenance, c'est ça. Et puis ça s'est associé au café, au coup de téléphone, à tout un tas de plaisirs. Je suis stressé, je prends une cigarette. C'est terrible. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'en passer. Dès qu'ils sont stressés, il faut qu'ils sortent pour aller fumer leur clope. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est difficile à modifier. C'est une mauvaise habitude. Et c'est vrai pour toutes les addictions. Alors après, il y a des tas de processus pharmacologiques, d'hypersensibilité à un récepteur qui fait qu'on a du mal à s'en passer, pour exemple très somatique. Mais il y a au départ de mauvaises habitudes. Le type qui fume son shit tous les jours, ses joints, toute sa vie va s'organiser autour de ça. C'est ça qui est terrible. Ils vont complètement se désocialiser, ils ne feront rien. Et justement, bon, d'abord, il faut avoir l'envie d'en avoir conscience et pouvoir sortir de ce schéma. Mais est-ce que, par exemple, l'hypnose, vous y croyez ou pas, vous, à cette méthode qui... Oui, bien sûr, l'hypnose, c'est utile, oui. On en fait, nous. Enfin, moi, j'en fais pas personnellement, mais dans le cadre du centre de magie de la Tourette, par exemple, il y a des gens qui font de l'hypnose. Une collègue à Paris... Je crois bien que ça fait. Oui, non, l'hypnose, c'est un outil. C'est un outil, c'est pas la solution à tous les problèmes, mais c'est un outil qui est pas très intéressant, bien sûr. Vous dites qu'on ne naît pas avec une personnalité borderline ou schizotypique, mais que c'est plutôt la somme de certaines habitudes, si j'ai bien retranscrit. Alors, je ne sais pas si j'ai dit que c'était certaines habitudes, peut-être de comportement. De comportement. Oui. Je trouve ça incroyable. Enfin, je ne sais pas, je me disais, on est d'une certaine manière et... Alors, c'est l'histoire du poids de la génétique et de la culture. C'est un peu ce que je vous disais. À la naissance, nourrissant, un cerveau, c'est une table rase. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que le cerveau humain est le plus immature de toutes les espèces animales. Et c'est une grande chance, parce que c'est justement parce qu'il est immature qu'il va avoir un potentiel de développement extraordinaire. Puisque comme il ne sait rien au départ, il va pouvoir construire plein de choses. Vous voyez ? D'où l'importance de l'éducation. D'où l'importance de l'éducation qui est absolument fondamentale. Et c'est pareil, alors sauf dans quelques cas où il
où il y a des erreurs du développement, par exemple dans l'autisme. Là, l'autisme, c'est une maladie vraiment très grave, qui est vraiment des problèmes d'aiguillage à la naissance. Alors j'insiste sur le fait que l'autisme, c'est vraiment une maladie neurobiologique. C'est pas un problème de relation entre la mère, la mère et l'enfant. Enfin, c'est pas de la faute de la mère. Je risque d'être grossier, donc je vais peut-être me taire. Pourquoi il y a des gens qui disent ça ? Ah bah oui, tous les courants psychanalytiques là, qui ont fait un tort absolument monstrueux aux familles d'autistes en racontant des bêtises absolument incroyables et en culpabilisant les parents. Les parents, ils ne sont pour rien. C'est un problème biologique. Voilà. Bah ouais, vous faites bien de le dire. Ouais, parce que la culpabilité est tellement présente déjà chez les mères, chez les parents. Ils ne sont pour rien. C'est vraiment... Voilà. Je ne sais plus ce qu'on disait. Non, on parlait de ce côté somme de certaines habitudes pour des maladies... Alors, comme le trouble borderline. Oui, mais il y a une influence comme le cerveau se construit, il y a bien sûr une influence de l'environnement. Il y a une influence des émotions, de la psychologie. La psychologie, c'est comme la motricité, ça modifie le fonctionnement de votre cerveau. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre le raisonnement neurobiologique et les thérapies comportementales ou psychologiques, si vous voulez. Il y a un continuum de tout ça, très clairement. Oui. Et quand une personnalité pathologique, elle se construit au cours du développement chez l'adolescent. Donc c'est pour ça que je disais qu'on n'est pas schizophrène. Alors pour ce qui est de la schizophrénie, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de la schizophrénie. Mais il y a schizophrénie et schizotypique, c'est pareil ? Non, c'est pas tout à fait pareil. Schizotypie, c'est des caractéristiques de la personnalité. Schizophrénie, c'est vraiment une maladie mentale avec des hallucinations. Enfin, c'est un peu différent. Même si on peut trouver parfois des liens. C'est pour ça que le terme se ressemble un peu. Pour ce qui est de la schizophrénie, c'est qui est là aussi, semble-t-il, je ne suis pas une spécialiste des questions, une maladie organique aussi. Il y a, par exemple, la schizophrénie, il y a des anomalies, pas qu'au niveau du cerveau, mais au niveau du corps. Il y a des troubles immunitaires, par exemple. Vous voyez, il y a des choses. C'est assez incroyable. Donc là, il y a un contexte peut-être un peu plus général, donc je ne parlerai pas trop de la schizophrénie, d'une part parce que je ne suis pas un spécialiste de la question, et puis parce que je pense que c'est plus complexe. Mais pour les personnalités normales ou pathologiques se construisent en fonction des interactions de l'individu avec son environnement, et notamment son environnement social, toutes les expériences de vie qu'il peut avoir. Voilà. Que soigne la stimulation cérébrale profonde dont vous parlez ? Alors, qu'est-ce qui est éligible et comment ça se passe ? Ça aussi, c'est mon quotidien depuis 30 ans. Alors, la stimulation cérébrale profonde, c'est une technique qu'on utilise dans des formes graves de maladies, soit motrices, soit cognitives, éventuellement, enfin psychiatriques, lorsque les autres thérapeutiques usuelles, c'est-à-dire les médicaments ou le comportement, ne fonctionnent pas, ou ne fonctionnent plus, ou moins bien. Donc, c'est une technique qui consiste à mettre en place dans le cerveau, avec une précision qui est de l'ordre du millimètre, des électrodes de stimulation, qui est à peu près 2-3 mm de diamètre, oui, c'est tout petit, dans une région précise du cerveau, qui ne sera pas la même en fonction du type de maladie. Dans la maladie de Parkinson, la cible la plus usitée, puis il y en aura plusieurs, mais enfin la plus usitée, c'est une région qu'on appelle le noyau sous-thalamique, qui est tout petit, vous voyez, ça fait 5 mm de long, 4 de haut, 3 de large. Vous avez une idée, c'est vraiment tout petit. Et donc on positionne une électrode, l'électrode sort du crâne, évidemment, il faut faire un petit trou dans le crâne pour le mettre en place. Rassurez-vous, le patient ne souffre pas, bien sûr. Et il est endormi ? Et pas toujours. Ok. Je vous expliquerai pourquoi après. Le plus souvent, il est endormi maintenant, mais on peut aussi faire l'intervention sur anesthésie locale. Voilà. Parce que le cerveau est totalement indolore. Vous pouvez mettre vos doigts dans un cerveau, on ne va rien sentir. J'avais entendu ça. Voilà, donc l'électrode sort sous la peau, elle est tunnelisée, elle est connectée avec un petit pacemaker qu'on met soit en région pectorale, soit en région abdominale. Vous voyez ? C'est un stimulateur électrique, en fait, un peu comme un pacemaker cardiaque, et qui va envoyer des impulsions pour moduler l'activité de cette région cérébrale. Ok. Voilà, donc il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Mais c'est le principe. Et vous utilisez ça pour Parkinson ? Parkinson, c'est l'indication la plus classique. Tremblement essentiel, c'est sûrement la meilleure indication. Tremblement essentiel, c'est une autre maladie. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est des gens qui tremblent, mais quand ils font quelque chose. C'est un tremblement d'action et de posture, qui est une maladie génétique. Là aussi, il y a toujours un terrain familial qui est peut-être un peu moins grave que le Parkinson en tant que tel, mais qui évolue quand même avec le temps. Et au bout de quelques années, les gens sont très gênés et quand ils ne peuvent même plus boire un verre, c'est là qu'on les opère. Et surtout là, il n'y a pas d'alternative thérapeutique parce que les médicaments ne marchent pas. Clairement, ou très peu.
Donc là, ça marche très bien. Il y a aussi ce qu'on appelle les dystonies. Les dystonies, c'est les troubles de la posture qui peuvent rentrer dans le cadre de maladies génétiques. Là, c'est des troubles de la posture qui concernent tout le corps. Et ça marche très bien aussi. Et puis maintenant, depuis, on va dire, 10 ans, 15 ans, on l'utilise dans le traitement des formes sévères de Gilles de la Tourette et des TOC aussi. D'accord. Voilà. Avec des résultats qui sont vraiment intéressants. Alors, c'est pas une baguette magique, hein, ça règle pas tous les problèmes. Enfin, il y a une amélioration qui est vraiment substantielle, très significative. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez, dans un autre genre, de la méditation de pleine conscience ou de certaines techniques de respiration pour recabler les chemins neuronaux? On en a quand même beaucoup parlé. On a étudié le cerveau, je crois, de Mathieu Ricard et d'autres méditants en disant qu'apparemment, ça permettait vraiment d'arriver à un apaisement et plus de concentration, notamment. Alors, je vais vous dire, j'en sais rien. C'est vrai ? J'en sais rien. C'est-à-dire que la méditation en pleine conscience, très bien, moi j'ai rien contre, ça peut être intéressant pour soi, pour les autres. On commence à l'utiliser sur le plan thérapeutique. Hein. J'ai un collègue sur Bordeaux qui fait ça, par exemple, dans la maladie de Parkinson. Oui. Ça on peut être voit un les effets outil. un peu ou... Non, je pense que la méditation en pleine conscience, c'est très bien. Moi, je trouve ça intéressant. Après, est-ce qu'on modifie les chemins neuronaux avec ça ? Sans doute, on peut le penser. Mais je n'ai pas beaucoup d'arguments. Je ne sais pas si le cerveau de Mathieu Ricard, qui est un homme tout à fait respectable, est si différent du nôtre. Je ne suis pas persuadé. Je croyais que je ne me suis pas penchée là-dessus, mais j'ai entendu dire que justement, ils avaient fait beaucoup de tests pour voir que ça se modifiait. Je sais pas. Peut-être. C'est-à-dire que c'est difficile parce que les modifications de ces circuits neuronaux, vous n'allez pas les voir sur des IRM, par exemple. Vous voyez ? C'est beaucoup trop subtil, c'est beaucoup trop fin. Et puis au niveau individuel, il y a peu de chances que vous le voyez. Il faut, c'est des études souvent de population. Vous prenez 150 IRM de gens qui font de la méditation en pleine conscience et vous le comparez avec 150 qui n'en font pas, peut-être que là vous verrez quelque chose. Individuellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Okay. Bon, la question est intéressante. Oui, par exemple, je me suis mise au bain froid. C'est la grande mode aussi. Ah oui. Les bienfaits du froid. Il y a un homme qui s'appelle Wim Hof, qui est marathonien, qui a fait des choses assez... pour le marathon, oui, bien sûr. Et qui a fait des choses assez incroyables. Ils ont fait des études en lui inoculant une bactérie, ainsi qu'à un groupe de personnes, qu'il a réussi à, j'ai envie de dire, dégager de son corps assez rapidement, contrairement à un autre groupe. Grâce à, lui, c'est vraiment de la respiration, il me semble. Une sorte de méditation, une respiration qui fait qu'il a été tellement habitué à ça qu'il arrive très vite à se... Alors, le travail sur la respiration, c'est intéressant. En méditation en pleine conscience, on le fait dans le yoga aussi, dans plein de trucs. Moi, j'en fais quand je fais de la gym. Vous voyez, travailler sur la respiration pour récupérer, pour se relaxer, oui, ça peut être que profitable. Et ça a un effet sur l'immunité, en fait. Sur l'immunité, alors peut-être. Ouais, là, je crois que je suis pas compétent. Et justement, le microbiote, le système nerveux sont en interaction constante avec le cerveau. Est-ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui de la possibilité de se guérir aussi en agissant sur le corps ? Sur le microbiote, vous voulez dire ? Microbiote et système nerveux. Ouais. Alors, microbiote, c'est quand même la grande mode. Hein. C'est la grande mode. C'est-à-dire qu'on se dit que toutes les maladies sont un problème de microbiote. Là, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Ouais. Alors, dans le cas de la maladie de Parkinson, par exemple, c'est une hypothèse qui a été, comme dans d'autres maladies, évoquée, puisque je vous ai dit qu'on s'est demandé s'il n'y avait pas un point de départ digestif au travers de l'alimentation, de ces protéines mutées, là. Ça reste une hypothèse, là aussi. Après, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas parce que vous allez modifier le microbiote que vous allez... Aux États-Unis, ils ont fait beaucoup de tests. Vous avez vu sur la transplantation fécale et notamment sur des dépressions. La transplantation fécale, oui, mais par rapport à quoi ? La dépression ? Par exemple, la dépression, mais je crois que c'est sur d'autres choses. Alors, je n'irai pas sur, j'en sais rien, sur des TOC, etc. Hein. J'ai du mal à y croire. Là. La dépression, je crois qu'on... Non, la transplantation fécale, oui, je sais ce que c'est. Pour certaines pathologies, des troubles digestifs fonctionnels, des choses comme ça, des problèmes d'intestin irritable, oui, je crois que ça marche. Là, c'est vraiment le microbiote. Mais de là, de dire que ça va modifier la dépression, par quel mécanisme ? Écoutez, il y a eu des gens qui ont... Il y a eu des documentaires, en fait, où ils montrent que des gens, du jour au lendemain, ça joue là-dessus. Ouais, alors, est-ce que c'est pas un effet placebo un peu alors là, l'effet placebo est très grand aussi. Je vois pas le lien entre le microbiote et la dépression. Enfin, j'ai peut-être tort, mais honnêtement, en tant que neurobiologie, je vois pas trop le lien. Là. D'accord. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Ok. Et pour finir, si vous aviez une routine à laquelle vous ne voudriez surtout pas renoncer, ce serait laquelle ? Ça peut être votre sport, votre sommeil,
Le sport, oui. Le jour où je ne pourrais plus en faire, ça va m'ennuyer. La musique, c'est absolument indispensable pour vivre, la musique. La lecture. Oui. Grand plaisir dans la vie. Ça, qui se perd d'ailleurs, c'est dommage. Complètement. L'écriture aussi. L'écriture, oui. L'écriture, c'est ce que je fais le plus facilement dans la vie, moi. Et vous avez écrit justement un roman, vous venez de me l'apporter. Oui. Ça, c'était avant d'écrire Le cerveau des habitudes ? Ah oui, c'était il y a 5-6 ans, ça, à peu près. Hein. Le son du tambourin, qui parle de votre expérience au Maroc. Oui, parce que dans une autre vie, avant de faire de la médecine, j'ai commencé par les études de neurosciences et je me suis retrouvé en service militaire en coopération à l'époque où ça existait. Donc, j'étais prof dans un lycée sud du Maroc. Voilà, donc j'ai vécu pas mal de trucs sympas et j'en ai tiré un roman qui est un roman, hein, c'est pas une biographie. Hein. Il se passe plein de choses que j'ai quand même pas vécues, mais voilà. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Et nous voilà déjà à la fin de cet épisode. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un, n'hésitez surtout pas à le partager dans les grandes largeurs. Et surtout, merci à l'équipe du studio Sonacom pour son accueil très chaleureux et à vous, cher Pierre, pour cet éclairage passionnant sur la routine et les habitudes. Merci Audrey. Merci, à bientôt.